Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Tandem 2.0. On est très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver ce soir à nouveau sur notre page Facebook et en direct avec un invité de marque. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Jean-Michel Cohen. Bonsoir, docteur Cohen. Bonsoir, bonsoir. Et je suis bien sûr accompagnée de notre docteur à nous, Michael Wolf, qui est avec nous aussi aujourd'hui en technique et pour prendre vos questions, puisque l'émission, on veut qu'elle soit interactive ce soir. Donc, toutes les questions que vous voulez poser sur le déconfinement au docteur Cohen, vous pouvez nous les envoyer et Michael se fera un plaisir de nous les transmettre. Salut Cécile, bonsoir docteur Cohen. Bonsoir Michael. Alors, Jean-Michel Cohen, bonsoir. D'abord, nous sommes donc très heureux de vous avoir ce soir en direct pour nous parler de ce fameux déconfinement qu'on attend tous depuis 2 mois. Alors, pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes médecin, vous êtes nutritionniste, auteur de nombreux ouvrages sur la diététique, la nutrition, l'alimentation, et vous êtes invité régulier des plateaux télé, régulièrement aux côtés de Cyril Hanouna ou de Valérie Benaïm sur C8, mais aussi pendant toute cette crise sanitaire, vous avez été l'invité de Jean-Marc Morandini sur CNews, donc pour vous donner toutes les informations que vous pouviez, éclairer un peu les téléspectateurs sur le coronavirus. Alors, d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis ce soir, j'aimerais qu'on évoque un peu ensemble cette nouvelle période qui nous attend. Une période de déconfinement qui peut être soit libératrice pour certains, mais qui peut aussi être assez anxiogène pour d'autres. Donc après 2 mois de confinement, on retourne tout doucement à une vie normale. Et ça va être une étape quand même cruciale dans le développement du virus ou dans la suite des événements en tout cas. Alors, de ce qu'on voit un petit peu en se baladant sur les réseaux sociaux en ce moment, on se rend compte quand même que la prise de poids, pendant cette période, ça a été un problème chez la majorité des gens. Finalement, ça revient, c'est revenu sous forme de blague, mais c'est quand même beaucoup revenu. Parce que finalement, pendant ce confinement, on a eu tous l'occasion de se mettre à la cuisine, de suivre des lives, de prendre le temps de faire le petit-déj, le goûter, le dîner, le déjeuner, beaucoup de repas. Et puis, un peu moins de sport, les salles de sport étant fermées, tout le monde n'a pas la place de faire du sport chez soi ou avec les enfants autour, c'est pas non plus facile. Résultat, on a parfois pris quelques kilos en trop. Alors, comme on a la chance de vous avoir ce soir et que c'est quand même votre domaine de prédilection, la nutrition, l'alimentation, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on fait là tout de suite, concrètement, pour se reprendre en main d'un point de vue alimentaire. En fait, quand on sort d'une période comme ça, il y a une période de réadaptation progressive. Parce qu'il y a une différence entre le désir et la réalité. Le désir de perdre quelques kilos après une période où on a pris des kilos, il est présent dans la tête de tout le monde. L'envie d'aller vite aussi. Et curieusement, si on cherche à aller trop vite, on va créer un système de frustration. C'est-à-dire qu'on va sortir d'une période assez joyeuse pour passer dans une période qui, passé les 2-3 premiers jours, va devenir rapidement très mélancolique, qui risque d'entraîner ce qu'on appelle des pulsions alimentaires ou des compulsions, qui elles-mêmes sont culpabilisatrices. Donc, on va allier la frustration aux compulsions et à la culpabilité. Et il existe une explication psychanalytique, je vais essayer d'être simple, qui dit que ce qui ressemble le plus au premier des premiers, si on regarde une règle, ce qui ressemble le plus au premier des premiers, c'est le dernier des derniers. C'est-à-dire que un bout de la règle ressemble à l'autre bout de la règle. Autrement dit, il est tentant d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à craquer, on va lâcher totalement et finalement, les affaires sont pas si bonnes que ça. Ce qui s'est passé pendant le confinement, au début du confinement, ça a été très net. C'est un phénomène qu'on connaît bien sur le plan expérimental, nous. C'est que par peur de la pénurie alimentaire, les gens ont fait d'énormes stocks alimentaires dans leur maison. Et il y a une expérience qui est assez ancienne, un type qui s'appelle Soukard, qui était l'expérience des rats cafétéria, où on mettait des rats dans une cage avec des croquettes de son. On en mettait d'autres dans une autre cage avec un régime très appétissant, des petits gâteaux secs, du saucisson, etc. On appelait ça les rats cafétéria. Quand on mettait les rats dans la cage de croquettes de son, personne ne prenait du poids, ils conservaient leur poids, la nourriture était monotone, peu variée, et on s'alimentait pour les besoins et non pas pour le plaisir. Dans l'autre cage, les rats ont tous pris du poids. Ensuite, on a poursuivi l'expérience et on a enroulé un fil électrique. C'est une expérience que j'avais rééditée à Bichat en 1990. On a enroulé des fils électriques autour de la queue des rats et on a envoyé des décharges électriques à répétition pour simuler un stress. Stress qui est comparable à la période du confinement. Dans les rats avec les croquettes de son, les rats ont pris du poids quand même.
Mais dans les rats qui étaient soumis au régime cafétéria, les rats ont pris 2 fois plus de poids que précédemment et 1,5 fois de plus que les rats croquettes. Ce qui veut dire que quand vous associez une stimulation alimentaire, parce qu'il y a une abondance alimentaire, à une période de stress et en plus à une période d'ennui, vous avez tous les ingrédients pour faire une explosion pondérale. L'activité sportive, elle a été modérée. Les gens et en plus, il y avait un autre facteur extrêmement discriminant, c'est-à-dire que les riches, ils avaient des appartements assez larges, pouvaient faire de la gym dedans, parfois des balcons, et les pauvres étaient dans des petits espaces confinés. Et on sait que les gens socialement défavorisés ont plus de problèmes de poids pour des problèmes de choix alimentaires. Donc finalement, il y avait double peine. Donc ça a amplifié la fracture sociale, bien sûr, et ça a amplifié aussi au travers de la fracture sociale relative au surpoids et à l'obésité. Donc clairement, de cet enseignement, on retire 2 choses. C'est qu'il faut qu'on aille vers le contradictoire. Ça veut dire, 1, déstocker. Donc ça veut dire réorganiser sa maison. Je suis pas juste le grand prêtre. Réorganiser sa cuisine, ses placards. Je vous rassure, j'ai acheté des petits palmiers secs comme tout le monde. Je me suis bien régalé, hein. Et donc je suis le grand prêtre de la connaissance, mais pas le grand prêtre de la pratique. Et donc il faut déstocker ces placards. Ça veut dire qu'il faut avoir des produits d'alimentation normale. Il faut pas suralimenter ces placards. Et la deuxième chose, c'est qu'il va essayer de falloir avoir des éléments de relaxation. Ça veut dire comment se relaxer si on a été pénalisé par ce confinement. Assez curieusement, d'ailleurs, la situation est très paradoxale à Paris parce que le gouvernement a quand même pas mal fait les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont été payés et qui sont restés chez eux. Et certains ont beaucoup apprécié la situation. Le stress étant de la peur d'être malade. C'était ça l'essentiel du stress. Ouais. Mais certaines personnes sont terriblement stressées aujourd'hui, au point que certains ne se déconfinent pas. On en a qui restent dans les maisons, ils veulent plus sortir. Oui, ou qui veulent pas envoyer les enfants à l'école. On voit qu'il y a plusieurs façons de réagir par rapport à ce déconfinement. Oui, enfin, pas envoyer les enfants à l'école. Les profs n'ont pas beaucoup stimulé les gosses à aller à l'école. Et justement, là, il y a une réflexion assez désagréable à leur faire. C'est que pendant cette période de pandémie, on a tous été au turbin. Enfin, chacun de nous est acteur de la société, les médecins, les soignants, mais aussi les aides-soignantes, les brancardiers, les éboueurs, les boulangers, etc. Alors, on voit pas très bien au moment où ça se finit pourquoi les profs renonceraient à leur propre autorité, qui est l'autorité d'éduquer. Donc là, il y a quelque chose d'assez douteux. Mais disons qu'on a une partie des gens qui vont rester confinés pour le moment, et on a des gens qui ont maigri parce qu'ils se sont rétractés. Est-ce que ça peut être par le stress aussi? Il y a des gens qui disent qu'avec le stress, ils maigrissent. On peut avoir les 2 effets. Il y a le stress qui fait maigrir par une consommation d'énergie, parce on sécrète de l'adrénaline, et donc on dépense de l'énergie de façon plus importante. La dépense liée au stress, à l'émotion, en temps normal, elle est de l'ordre de 50 à 100 calories par jour. En période de surstress, elle peut monter à 150 calories. Mais si vous n'avez pas une alimentation pour compenser ça, oui, vous pouvez effectivement maigrir. Mais il y a aussi le stress qui fait grossir, soit parce qu'il va appeler la pulsion alimentaire, parce que la vie est un équilibre des plaisirs. Donc si vous avez un déplaisir, notamment la rupture de la vie sociale, vous pouvez le retrouver au travers de plaisir de la nourriture. Et vous avez une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est sécrétée sous l'influence de l'adrénaline. Cette hormone, on la connaît plus vulgairement sous le nom que cortisone. C'est une hormone qui va favoriser l'augmentation, disons, de la capacité à fabriquer des graisses ou à les synthétiser. Voilà comment ça peut se passer. Donc, il n'y avait pas une seule recette. Au démarrage, on ne pouvait pas parler aux gens comme ça. Moi, je savais que l'heure des nutritionnistes arriverait. Je l'ai senti au milieu de la semaine dernière. Et d'ailleurs, à la télé ou à la radio, on m'a dit l'heure des gros est arrivée, ton heure est arrivée, pour plaisanter. Je le savais. La moyenne de prise de poids des Français, elle a été de l'ordre de 2,5 kg. Mais maintenant, moi, je savais par les réseaux sociaux ou par la consultation que c'était de l'ordre ça pouvait aller jusqu'à 5-6 kilos. Voilà, tous ces gens vont vouloir reperdre du poids et ça sera une bonne occasion d'ailleurs de retrouver la vie de tous les jours, avec les préoccupations. Et c'est ça qui est fondamental à l'heure actuelle, de reprendre la vie. J'entends des choses horribles. On m'a dit que les bébés risquaient peut-être d'apprendre moins vite le langage que précédemment, simplement parce que les bébés lisent un peu sur nos lèvres, c'est-à-dire qu'ils entendent le son, ils voient nos lèvres bouger, mais avec le masque, ils ne les voient pas bouger. Donc on m'a dit ça. Donc les conséquences psychosociales du confinement, on les connaît pas très bien encore. Elles sont peut-être légères, mais elles peuvent être plus lourdes que ce qu'on pense. En tout cas, sur le poids, il y a une chose qui a été positive, une chose. Les gens se sont remis à la cuisine et comme ils avaient peur des emballages,
fini les plats préparés. J'étais un des premiers à leur dire d'abandonner les plats plastiques, les plats préparés, etc. Donc, fini les plats préparés, ils se sont mis à cuisiner. Ils ont découvert, que je n'étais pas si dur que ça, les joies de la cuisine et ils ont découvert ce qu'on appelle l'assemblage alimentaire. Moi, j'ai fait mon lit sur et ma réputation sur des choses assez simples pour un nutritionniste quand j'explique que des plats traditionnels peuvent être particulièrement diététiques. Un couscous n'a rien de terrorisant. Un couscous, c'est façon nutritionniste, c'est 200 grammes de semoule, autant de légumes qu'on veut, le bouillon qu'on souhaite. Ça va jouer sur la nature de la viande, si elle est maigre ou pas. Si elle est grasse, on en prend très peu. Si elle est maigre, comme c'est du poulet, on en prend plus. Voilà. Et donc, toutes ces rumeurs qui ont alimenté la nutrition, nous on est pour une nutrition positive, elles sont fausses. Les féculents sont indispensables, c'est notre principale source de vitamine D, ça nourrit le cerveau, ça nourrit les muscles. Donc voilà comment on apprend et on rééduque les gens. Donc ils ont appris à faire des plats préparés. L'avantage des plats préparés, c'est que si on suit pas les recettes traditionnelles, c'est-à-dire si on n'est pas en France, on cuisine beaucoup avec les matières grasses. Je sais, en Israël aussi. En Israël, on a plus de végétaux. On est plus sur l'huile d'olive quand même. On est plus sur la cuisine. C'est absolument pas la meilleure huile. Donc, ah bon absolument pas. Non, vraiment. C'est une réputation. Et elle n'a pas le meilleur des rapports polyinsaturés saturés. Elle n'a pas le meilleur des rapports oméga 3, oméga 6. Aujourd'hui, la meilleure des huiles. Laquelle la meilleure? Je prendrais les deux. Le colza pour la santé pure, mais elle n'a pas beaucoup de goût. Et les huiles d'oléagineux, c'est-à-dire les huiles de noix, de noisettes, qui sont remarquables mais qui sont plus chères. Ou l'huile de sésame même. Qui est intéressante. Un mot pour dire que partout dans le monde, on essaye de faire de l'huile de coco une huile particulièrement extraordinaire. La plupart du temps, ce sont les débilopathes qui la prescrivent. Les débilopathes, pour moi, c'est naturopathes, iridopathes, acupunctopathes, etc. Ah ben, vous allez vous faire un copain avec Michael Wolfart. Ouais, non, ce sont des gens qui n'ont rien à dire. Donc, comme ils n'ont rien à dire, ils inventent des choses. L'huile de coco est un poison. Elle est strictement comparable à l'huile de palme et à l'huile de copra. Ouais. Donc c'est clair, c'est une huile qu'on appelle c'est une huile qui est solide. Pour faire comprendre aux gens, elle se fige. Donc elle se figera pareil à l'intérieur de votre corps. Ça, c'est un moyen mnémotechnique pour leur faire comprendre. Une graisse qui se fige, c'est une graisse qui est riche en acides gras saturés. Si pour faire le scienteux, l'acide butyrique est important, eh bien, malgré tout, ce sont des huiles qui sont mauvaises pour le système cardiovasculaire. Donc cette huile, il y a derrière un complot, je pense, de l'industrie agroalimentaire qui tente d'éviter l'huile de palme pour remettre de l'huile de coco en nous faisant croire, dans un premier temps, qu'elle est bonne pour la santé. Et les nutritionnistes américains disent les mêmes mots que moi, cette huile est un poison, il ne faut surtout pas l'utiliser. Voilà, donc on parlait de ça pour dire qu'il fallait détabouiser un certain nombre d'aliments, qu'il n'y a pas que la salade qui fasse maigrir, c'est pas vrai. La salade. En même temps, Michael a peut-être Michael, est-ce que tu as des questions en même temps sur ce que dit le. Alors, dit le docteur Cohen. Moi, je voulais pas vous interrompre. Juste, alors beaucoup de monde déjà sur le fil d'actualité du Facebook Live. Pas encore de vraies questions, mais des commentaires. Alors, juste pour vous contredire, Johan nous dit que lui, il a perdu 20 kilos simplement parce qu'il n'a pas pu voir sa mère pendant 2 mois. Et Isabelle nous parle du prix des fruits et légumes en disant que ce prix a considérablement augmenté en France pendant le confinement. Ça n'a pas encouragé ceux qui voulaient manger sainement. C'est tout à fait vrai. C'est ce que vous disiez avec les inégalités. Elle a tout à fait raison. Le problème, ça a été les maraîchers. Et le problème, ça a été qu'ils avaient peur de faire du stock. Donc forcément, ils en ont profité quand ils avaient du stock. Comme tout le monde n'avait pas de stock, pour monter les prix. Elle a tout à fait raison. Ceci étant, la recette, c'était d'utiliser du surgelé et de la conserve. Contrairement à leur mauvaise réputation, le surgelé a une valeur nutritionnelle, on parlera de la valeur gustative après, une valeur nutritionnelle légèrement supérieure aux légumes que vous achetez chez le légumier. La raison, elle est très simple, c'est que les gens qui surgèlent les légumes, en général, le font tout près des lieux d'arrachage. Autrement dit, on arrache le légume, vite on le nettoie et vite on le surgèle. Très peu de déperdition des valeurs nutritionnelles, notamment des vitamines, au moment de cette opération, et donc le produit arrive chargé de sa quantité habituelle de vitamines. Ensuite, au moment de la cuisson, la valeur gustative va nettement diminuer parce qu'il va y avoir une perte de minéraux. Les minéraux, je dirais que c'est un peu moins grave, sauf si on récupère l'eau de cuisson de ces légumes. Donc, sur le plan gustatif, c'est moins bon. Sur le plan nutritionnel, le surgelé, c'est au moins aussi bon.
La seule problématique des conserves, c'est l'excès de sel dans les conserves, parce que le sel est un conservateur, mais à la limite, c'est tout à fait convenable. Et dans cette période, les rincer éventuellement. Est-ce que ça peut aider de rincer les légumes avec des boîtes de conserve? Oui. Puis de toute façon, c'est meilleur avec un peu de votre huile d'olive et puis quelques oignons revenus, etc. Mais ce que je veux dire, dans cette période de confinement, parmi les conseils que j'ai donnés aux gens, c'était ils se sont jetés sur les papiers de toilette et sur les pâtes. Papier de toilette, c'était psychanalytique. C'était c'est ça, parce que personne n'a compris. Hein. Et les pâtes, c'était des vieux réflexes antiques, c'est-à-dire en situation de pénurie, on cherche des calories, donc graisse et féculents. Voilà. Mais moi, je leur conseillais d'acheter beaucoup de conserves, des conserves de poisson. Le thon, c'était remarquable, puisque le thon, c'était un poisson qui contenait les oméga 3 et c'était pas un poisson si gras que ça, un peu moins en tout cas que le maquereau ou le saumon. Et puis, je leur conseillais d'acheter des surgelés et des conserves. Et à partir de ce moment-là, vous aviez tout à la maison. C'était pas la peine de stocker les produits laitiers, mais vous pouviez stocker du camembert, du fromage, du parmesan, ce que vous vouliez. Voilà. Ok. Alors, est-ce que pendant cette période, donc là maintenant on est en déconfinement, il y a quand même une majorité de personnes qui essayent de rester en télétravail, donc qui du coup se retrouvent un peu dans la situation dans laquelle on était. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'organiser en restant en télétravail et en continuant à manger correctement? En gros, quand on est à la maison, est-ce qu'il y a des astuces, des aliments qui vont plus nous nourrir, qui vont couper la faim? Alors, on a perdu nos repères du temps de nos mères ou de nos grands-mères. Le dimanche, dans les foyers qui n'étaient pas aussi aisés qu'aujourd'hui, ou le samedi ou le lundi, la maîtresse de maison prenait un cahier, elle faisait la liste des menus de la semaine et elle faisait en même temps son budget avec ça, et on savait ce qu'on allait manger à l'avance. Et on n'en sortait pas, et on avait deux avantages. D'abord, on avait choisi ce qu'on allait manger, on le faisait pas au hasard. Ensuite, on savait ce qu'on allait manger. Donc, anticiper sur les repas, c'est la meilleure des choses. Si vous ouvrez votre réfrigérateur ou votre placard en vous demandant ce que vous allez manger à midi, vous n'avez aucune chance de manger, à moins d'avoir une force de volonté terrible. Vous n'avez que très peu de chances de ne manger que intelligemment. Vous allez manger essentiellement en fonction de votre désir sur le moment, et même pas de votre plaisir, de votre désir sur le moment. Donc, ça veut dire, les meilleurs des trucs, c'est de préparer à l'avance les menus, en famille ou tout seul. Deuxièmement, de déstocker les placards des produits, ce que j'appelle les produits inutiles. On a trop de choses dans les placards, ici en Israël comme en France. Mes amis israéliens, quand j'ouvre leur placard, enfin, je veux dire, c'est pas la guerre tous les jours quand même. Donc, le magasin est en bas. Donc, il n'y a jamais eu de pénurie alimentaire. Maintenant, les circuits de l'agroalimentaire fonctionnent, sauf en cas de guerre massive. Donc, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, quand vous êtes en télétravail, effectivement, il y a des aliments qui nourrissent. Alors, les aliments qui coupent l'appétit sont les protéines. Pour simplifier, hein, je ne fais pas un exercice devant un aéropage médico-scientifique. Hein. Pour simplifier, les protéines coupent l'appétit et les féculents apaisent et endorment légèrement. Autrement dit, du début de la journée jusqu'au repas du soir, il faut forcer un peu plus sur les protéines, forcer un peu plus sur les légumes et prendre des produits laitiers si on a la possibilité, si on n'est pas strict cachère ou si on n'est pas obligé de respecter les horaires. Et prendre les féculents le soir pour éviter de grignoter le soir. Et ça, c'est un tabou aussi. Il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il fallait pas manger de féculents le soir. Ça n'est alimenté par aucune connaissance réelle. C'était une espèce de rumeur qui circulait. C'est complètement faux. Les féculents présentent l'avantage, d'assurer la satiété d'une autre façon que les protéines, et deuxièmement, d'apaiser, de favoriser l'endormissement, parce qu'à l'intérieur, il y a du tryptophane, et que le tryptophane va réveiller le circuit de la sérotonine, qui va entraîner la production de mélatonine, qui favorise l'endormissement. Donc, ça veut dire que le repas idéal, c'est le matin au petit déjeuner, c'est d'avoir un morceau de pain. La pita, par exemple, est un pain extraordinaire, hein. La pita ou le pain azim sont des pains extraordinaires. Le pain azim particulièrement parce qu'il est moins salé. Les galettes de azim, elles sont moins salées que le pain normal. Le pain pita, en général, une pita, elle fait entre 40 et 60 grammes. Eh bien, prendre une pita avec une source de protéines, que ce soit un œuf, un petit morceau de fromage, ou éventuellement, vous savez, cette nouvelle charcuterie de dinde ou de volaille qui est extrêmement maigre. On peut en prendre jusqu'à 80 grammes. Ouais. Voilà. Et ne pas prendre de jus de fruits. Les jus de fruits sont une hérésie aujourd'hui. Un jus de fruits, c'est de l'eau sucrée aromatisée. Si vous ne prenez pas la pulpe, ça n'a aucun intérêt. Si vous l'achetez en industriel, alors ça n'a vraiment aucun intérêt. Buvez du Coca-Cola, c'est la même chose. Donc voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, le repas du midi, c'est une grosse salade en l'assaisonnant modestement, c'est-à-dire pour éviter de prendre du poids.
Vous mettez une cuillère à soupe d'huile, que ce soit olive, colza ou noix, etc. Prendre une source de protéines, essayer de la cuisiner sans matière grasse, prendre une belle assiette de légumes et réserver quelque chose pour 4-5 heures de l'après-midi. Donc, c'est là où il faut croquer un fruit. D'accord. Je vais vous parler de la pomme. C'est pas parce que je suis chiracien. Je viens d'écrire la dédicace du prochain livre qui sortira en septembre, qui va parler de la santé et des aliments. La pomme présente 2 avantages. Un premier avantage, c'est un des produits les plus riches en pectine. Ça sert de ballast intestinal, ça coupe l'appétit. Et deuxièmement, dans la pomme, on trouve de l'acide caféique, qu'on trouve aussi dans le café, qui est un acide qui semble protéger de la prolifération des cellules tumorales. Donc voilà, croquez une pomme vers 5 heures de l'après-midi, attendez le repas du soir, et au repas du soir, prenez 200 grammes de féculents cuits, avec toujours une source de protéines et une salade si vous voulez. Et pareil, réservez le fruit pour regarder votre Zoom ou la télévision si vous avez envie. Regardez un orthodoxe. Ou Tandem. Ou Tandem. Regardez Tandem. Je crois que Mickaël, tu as une question de quelqu'un à propos de l'huile. Oui, parce que le Dr Cohen a traumatisé pas mal de Tunisiens qui nous regardent. On nous dit, ok, le colza à froid, mais à chaud, quelle huile utiliser? Alors c'est fini, la réputation, c'est une très bonne question parce que auparavant on disait que l'huile de colza, il fallait pas dépasser un point de fusion de 120 degrés. En fait, c'est une huile qui est fabriquée, fabriquée comme toutes les autres huiles industriellement, et désormais le point de fusion de l'huile de colza est à 180 voire 200 degrés. Voilà, donc on pourrait utiliser de l'huile de colza. Je ne veux pas choquer les Tunisiens. L'huile d'olive est très bonne au goût, mais ce n'est pas la meilleure des huiles. Il y a des huiles type, je ne vais pas vous les détailler là. Par exemple, la meilleure huile pour la cuisson, c'est l'huile de tournesol. La meilleure huile pour les assaisonnements, c'est colza et sésame et noix et noisettes. Mais l'huile d'olive, elle a un relief particulier qui peut donner plaisir. Et dans notre métier, on n'oublie jamais ce que j'appelle le rassasiement psychologique. C'est-à-dire, vous avez la faim et la satiété, mais vous avez le rassasiement psychologique. Il faut être content de ce qu'on a mangé. Quand on est content de ce qu'on a mangé, on est joyeux et on a moins envie de remanger. Oui, c'est sûr. Alors, pour continuer toujours un petit peu dans ce domaine de remise en forme, j'aimerais qu'on évoque un petit peu le sport. Donc, on a dit qu'effectivement, ça a été source de différence entre les personnes, puisque, comme vous disiez, ceux qui ont des grands appartements ont pu peut-être avoir le loisir de se mettre au sport. Ceux qui étaient dans des petits endroits confinés sans sortir, c'était bien plus compliqué. Alors, après une période comme ça, imaginons qu'on n'a rien fait. Alors, moi, c'est pas mon cas, hein, je suis prof de sport. Mais imaginons qu'on n'a rien fait pendant 2 mois. Comment est-ce qu'on s'y remet? À quel rythme? Quels sont les bons sports à pratiquer pour un redémarrage? Et surtout, est-ce qu'on doit avoir peur des sports en groupe à nouveau? Puisqu'en Israël, donc je suis bien placée pour le savoir, ça y est, c'est permis, on a le droit, en respectant les distances, etc., de reprendre le sport en groupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Cécile, pardon, on ne se connaissait pas avant, mais il y avait un prof de sport sur la plage de Tel Aviv qui a continué à donner des cours. Il paraît que c'est une star à Tel Aviv. Ouais, il est super. Jusqu'ici en France, moi, j'ai fait ses cours. Ouais, même ma femme m'empêchait de bien m'entraîner parce que j'avais une petite salle de sport, parce qu'il y avait ce gars qui hurlait en permanence dans le poste, donc on pouvait faire du sport à la maison. Pour le sport, j'aime pas le terme sport. C'est un ancien footballeur d'ailleurs. C'est un ancien footballeur. Je sais pas, mais il paraît que il plaît à toutes ces jeunes filles. Donc, il a un côté, il est intellectuellement beau, quoi. Voilà. J'aime pas le terme sport parce que le terme sport, il entraîne la notion d'engagement physique avec intensité. Je parle souvent d'activité physique. Il faut savoir que l'activité physique dans une journée, pour un homme qui mène une vie ou une femme traditionnelle, elle est 250 à 300 calories par jour. Guère plus. Dans la dépense d'énergie, vous avez plusieurs facteurs et l'activité liée à l'activité musculaire, c'est 250 à 300 calories. Effectivement, quand vous faites du sport, vous dépensez plus de calories, mais si vous ne contrôlez pas votre alimentation, spontanément, vous allez récupérer ce que vous avez perdu. C'est-à-dire que vous augmenterez votre bilan calorique du nombre de calories que vous avez perdu pendant cet exercice physique. L'avantage du sport, alors il y en a plein. Il y a l'immunité. Il est clair aujourd'hui que ça renforce l'immunité. Deuxièmement, c'est vrai que ça aide à maintenir le poids uniquement parce que le sport augmente la masse musculaire et en augmentant la masse musculaire, on augmente la dépense d'oxygène et c'est cette dépense d'oxygène, à cause des réactions chimiques qu'elle suscite, qui fait dépenser de l'énergie. Donc j'aime bien parler d'activité physique et l'activité physique, il y a une étude qui avait démontré qu'entre marcher à 7 à l'heure pendant 40 minutes et faire un sprint à 13 à l'heure pendant 25 minutes, l'avantage était à la marche de 40 minutes à 7 à l'heure. Donc ça veut dire que quand on recommence une activité physique,
on a intérêt à recommencer, surtout quand on a été confiné, calmement. Alors, donc ça veut dire commencer à faire de la marche rapide, voire de la marche fractionnée. Bien sûr, quand on a 20 ans et qu'on a l'habitude de courir à longueur de journée, on peut reprendre un entraînement doux au début et reprendre très rapidement son rythme. Mais pour des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'activité physique, c'est pas la peine de prendre de risques, surtout si vous êtes en Israël, avec des chaleurs qui déshydratent, et donc l'accident est vite arrivé. Donc on commence par des marches rapides. On fait des marches, puis ensuite pendant 1 minute on accélère, puis on ralentit, puis on accélère. Ça suffit largement. Le temps, c'est 40 minutes. Il faut 40 minutes. Alors, il y a des tas d'explications fumeuses là-dessus, mais 40 minutes, c'est un temps qui convient à l'esprit, qui convient aux muscles et qui convient finalement aussi à la médecine. Donc voilà, moi je pense combien de fois par semaine? Alors, l'OMS nous conseille soit tous les jours 20 minutes d'activité physique intense, soit 40 minutes d'activité physique modérée, 3 à 4 fois maximum par semaine. Donc ça suffit largement. J'ai une question personnelle. Est-ce que s'occuper de 3 enfants à la maison, est-ce que c'est considéré comme faire du sport 20 minutes par jour? Écoute, ça m'est arrivé puisque j'ai eu en cachette, malgré le confinement, j'ai eu 4 petits-enfants à la maison d'un seul coup. Oui, c'est la même dépense d'énergie, voire plus. Et quand je les amène à la campagne au mois de juillet et que je suis obligé de manger le petit-déj, le goûter et le dîner avec eux, je perds quand même 3 à 4 kilos dans le mois. Voilà. Donc oui, c'est une activité, bien sûr. Comme faire le ménage. Je crois qu'on a une question aussi par rapport aux jeûnes intermittents dont on entend beaucoup parler. Les fameux jeûnes de 16 heures, 12 heures, voilà, qui seraient censés faire perdre du poids. Le jeûne intermittent, c'est un truc que j'ai lancé il y a 4 ans, qui a pris beaucoup d'ampleur, quand j'ai lu 2 articles anglo-saxons qui avaient comparé un jeûne de 16 heures, un jeûne de 20 heures et un jeûne de 24 heures sur la composition en triglycérides, c'est-à-dire sur l'impact sur les triglycérides, donc sur les graisses. À la grande surprise de ces 2 gars, c'est des articles qui n'ont pas été contestés dans la littérature médicale, c'est le jeûne de 16 heures qui mobilisait plus les triglycérides. Qu'est-ce qu'un jeûne intermittent de 16 heures? C'est pas un vrai jeûne. Le vrai jeûne, par exemple, prenons 2 exemples. Le jeûne du Kippour, c'est 19 heures le soir, 21 heures le lendemain, je bois pas, je mange pas. C'est un jeûne de 24 heures. Le jeûne qui est fait pendant le Ramadan, c'est un jeûne de 16 heures en ce moment en France, mais c'est un jeûne où on ne boit pas pendant les 16 heures d'abstinence alimentaire. Le jeûne de 16 heures, c'est manger pendant 8 heures le nombre de calories, je vais parler simplement comme ça, qu'on mange habituellement, et ne rien manger pendant les 16 autres heures. Mais on a le droit de boire du café, du thé, de l'eau, des infusions, des bouillons si on veut, des jus de citron si on a envie, mais on ne doit pas avoir d'aliments qui apporteront la moindre calorie. Alors, c'est plus efficace pour obtenir dans le cadre d'un régime un résultat à condition de conserver la valeur calorique de ce régime. Autrement dit, si je donne 1600 calories par jour à quelqu'un et si je lui fais tenir un jeûne intermittent, c'est-à-dire une abstinence alimentaire sur 16 heures, il aura un meilleur résultat que si cette personne fait le même régime sans abstinence alimentaire en répartissant ses repas. À l'inverse, les gens qui considèrent que l'abstinence alimentaire, ça signifie que pendant les 8 heures, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je peux les faire grossir comme je veux aussi. Voilà, donc je pense que c'est ça le point crucial, c'est que qui dit jeûne intermittent ne dit pas calories à volonté pendant les heures où on a le droit de manger. Non, voilà, c'est ça. Ok. Alors, après cet aspect nutritionnel, sportif, de remise en forme physique, on va dire, j'aimerais bien qu'on s'attaque maintenant au côté psychologique, parce que le confinement a eu des effets parfois positifs, mais parfois aussi un peu dévastateurs sur le moral des gens. D'abord, il y a eu des informations en boucle, le suivi du nombre de morts tous les soirs qu'on attendait en France ou ailleurs, les discours parfois discordants, je dois dire, des médecins sur tel ou tel protocole, on ne sait plus quoi faire. Bon, en gros, le citoyen moyen, il a été secoué et puis il ne sait plus trop vers qui se vouer et quoi faire. Alors aujourd'hui, on nous demande de revenir à une vie normale, mais quand même modifiée, avec des nouveaux codes, on ne se fait plus la bise, on ne se serre plus la main, on se parle à distance. Ça finit finalement quand même par jouer sur notre morale. Alors, il y a aussi les gens qui se sont retrouvés au chômage partiel, au chômage technique, les entrepreneurs, les commerces qui, après plusieurs mois de crise de gilets jaunes, se sont retrouvés avec la crise du coronavirus. Donc, il y a évidemment la crise économique qui s'allie à la crise sanitaire. Alors, si la déprime aujourd'hui s'est un peu installée dans tout ça, je crois qu'on a tous des personnes autour de nous qui sont dans une des situations et qui n'ont pas trop le moral. Comment est-ce qu'on fait là pour se reprendre en main et reprendre le dessus? Il faut bouffer. Il faut bouffer, c'est tout. Alors, vous mangez ce que vous voulez pendant 8 heures, j'ai rien compris. Faut boire, faut oublier. Non, je pense que vous savez que j'anime en France
En France, il y a un coaching Internet qui s'appelle Savoir Maigrir. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que maintenant, le call center est à Natania de ce site. J'avais tenu à faire ça. Oui, j'avais tenu à faire ça parce que comme ma fille était partie vivre en Israël avec son amoureux, je me suis dit, bon, faut que je me trouve une activité. Je sais pas être inutile. Donc, le call center est maintenant à Natania. Excuse pour venir. Oui, exactement. Et donc, quand il y a eu le début du confinement, j'ai demandé aux équipes avec qui je travaille, je leur ai demandé d'installer ce que j'appelais une bulle bien-être sur le site Savoir Maigrir. Et cette bulle bien-être, on avait fait plusieurs choses. On avait pas piqué, on les a pas volées, mais on avait repiqué des vidéos d'auto-hypnose. On avait on a utilisé des vidéos de relaxation que vous pouvez trouver il y a plein de tutoriels sur YouTube là-dessus. On avait trouvé aussi des vidéos de chansons. On a installé tout un tas de systèmes pour essayer de relaxer les gens. En fait, vous avez entendu parler ces derniers temps beaucoup de la méditation depuis quelques années. En fait, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, c'est d'obliger les gens à se recentrer sur eux-mêmes. Ils ont été victimes, si vous voulez, d'une attaque de stress. Ça veut dire, vous avez très bien raconté la situation. Non seulement on vous a enfermé, mais on vous a donné des sources d'informations avec un élément très fortement anxiogène, c'est le nombre de morts. Et quand on regarde les chiffres, moi j'ai un chiffre à vous donner, que je vais donner, je pense, cette semaine dans les télés en France. Le nombre de morts d'obésité dans le monde est de 2,5 millions par an. 2,5 millions par an. Jamais on n'atteindra ce chiffre avec le coronavirus. Le nombre de morts liés à la famine est de plus de 4 millions. Donc, les gens ne se rendent pas compte que dans une société moderne comme la nôtre qui accepte ni le risque ni la mort, le coronavirus, il a beaucoup frappé les esprits. Mais dans la réalité, si vous regardez les chiffres de mortalité en France entre le 1er mars et la fin mai, et bien sûr, c'est cynique ce que je dis, mais par rapport aux chiffres entre le 1er mars et la fin mai de cette année, on va avoir un écart de 10 à 14 000 morts, dont une partie d'entre eux qui étaient dans les EHPAD et qui sont pas morts forcément du Covid, qui avaient peut-être le Covid, mais qui ne sont pas forcément morts du Covid, étaient des gens extrêmement âgés. La durée de vie dans les EHPAD, elle est de 2-3 ans ici en France. C'est-à-dire que quand les gens rentrent, la moyenne de durée de vie est de 2-3 ans. Donc ça veut dire que quand le confinement qui a été fait dans tous les pays, il a permis d'éviter la saturation des hôpitaux. Je crois que tout le monde le sait, Michael doit le savoir. Il a évité la saturation des hôpitaux. Moi, j'ai dîné le 12 mars, je peux vous le dire ici, parce que en France, je le dis pas pour garder les petits secrets, mais le 12 mars au soir, je dînais avec le Premier ministre. Et c'est là où j'ai appris l'étendue de la catastrophe, quand il m'a annoncé le nombre de chiffres de lits de réanimation en France. Ce nombre de lits était 2500. 2500. On a eu jusqu'à 7000 hospitalisés en réanimation. C'est ça qui l'a terrorisé au démarrage. Il l'a su avant tout le monde et il a agi avant tout le monde. Donc, il y avait 1250 lits à Paris et 1250. Voilà. C'était ça l'origine du confinement. C'était de savoir. Nous n'avions pas les tests. Nous n'avions pas les lits d'hospitalisation. Alors, je vous parle même pas des masques. Donc, on n'avait rien de tout ça. Donc, la seule façon de se protéger, c'était de confiner les gens. Aujourd'hui, en France, les gens sont tétanisés parce qu'on a découvert 25 clusters. Mais c'est génial. C'est génial. Ça veut dire que maintenant, on est capable tout de suite, hop, on repère un cas, on repère les contacts, on les isole, et voilà. Donc, c'est fini dans très peu de temps. Je suis pas devin ni prophète, je sais pas quand ça va se finir, mais ça va se finir dans très très peu de temps. D'ici 1 mois et demi, je pense que vraiment, il y aura une extinction de la contagiosité. Elle redémarrera sûrement, parce que les coronavirus, il y en a plein d'autres. À chaque période automnale ou hivernale, redémarre. Mais maintenant, on sait procéder. Et puis, il y a un deuxième chiffre qu'on ne dit pas assez souvent aux gens. Au début, on a beaucoup hésité sur la mortalité. Les gens racontaient n'importe quoi. J'ai fait partie des gens qui disaient que la mortalité ne dépasserait pas le chiffre 1. On ne serait pas à plus de 1% de mortalité. La grippe, c'est 0,1. Aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est 0,4, 0,5. Donc, c'est moins que prévu. C'est-à-dire qu'on a juste oublié que 99,5% des gens vont guérir de cette maladie. Ouais. Alors, je sais bien que c'est aléatoire, etc., mais c'est pas si aléatoire que ça. Quand on regarde les statistiques hospitalières, on découvre d'ailleurs avec relativement de peine ce qui s'est passé, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes issues de bas niveaux sanitaires. Beaucoup de gens, on a des foyers africains, maghrébins, etc., Seine-Saint-Denis, etc. C'est pas une légende. Tous ces gens-là étaient dans les hôpitaux. Alors, bien sûr, il y avait des cas aléatoires, le type de 35 ans qui arrivait, on ne savait pas ce qui se passait, et poum, ça explosait, c'est-à-dire on n'arrivait pas à le sortir. Mais
On n'a jamais su, parce qu'on n'a pas toujours eu l'autorisation de faire des autopsies, s'il n'y avait pas une maladie sous-jacente derrière que personne n'avait connue. Il y a bien des footballeurs à 25 ans qui tombent sur machin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que 99,5% des gens, c'est un chiffre important, ça. 99,5% des gens vont guérir. Donc, il y a des maladies, c'est pas ce score-là. Hein. Donc, c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Voilà. Mais je pense que c'est pour ça que la convivialité, je crois que tout le monde a compris que le lien social, c'est capital. Donc, ça veut dire que réouvrir et refaire vivre les gens, c'est vachement important. C'est pour ça que les restos, c'est important. C'est pour ça que les concerts, c'est important. C'est pour ça que la culture, c'est important. Donc, il va falloir le faire dans le temps. Mais j'ai l'impression que ça s'accélère un peu partout en Europe. Hein. Ouais. Alors, plusieurs choses. Oui, plusieurs choses. Oui. D'abord, revenir sur... Oui, je parle trop, peut-être. Ouais. Non, pas du tout. On coupera au montage. Je voulais revenir sur cette notion de confinement et de gagner du temps. Effectivement, on a dit que c'était une guerre, cette histoire de coronavirus, mais une guerre non pas contre le virus uniquement, mais une guerre aussi à gagner contre le temps et de manière à ce que les hôpitaux puissent se préparer. C'est ce que la France a eu un petit peu de mal à faire au début. C'est ce qu'Israël, en comparaison, a réussi à très bien gérer. Les hôpitaux n'ont jamais été débordés parce que justement on a confiné très rapidement. Sur une note un peu plus... j'ai envie de dire joyeuse, je pense que c'est la question la plus importante de la soirée. Elle est posée par Vanessa, qui revient sur le fameux call center dont vous nous avez parlé et qui demande est-ce que Netanya est vraiment l'endroit idéal pour appeler un call center, savoir maigrir? Oui, alors je vais lui répondre. Oui, parce que j'ai choisi des Toulousains. Donc, en fait, ce sont des Toulousains qui ont fait leur alia. Et donc, c'est des Toulousains qui avaient fait leur alia entre 5 ans et 20 ans, et donc qui pour la plupart me connaissaient, savaient ce que je faisais, suivaient ce que je faisais. Donc oui, c'était idéal. Alors j'aurais préféré aller à Tel Aviv pour des raisons géographiques. J'ai été jusqu'à Jérusalem pour en voir un autre, mais le jour où j'ai été à Jérusalem, j'ai découvert qu'il pouvait neiger à Jérusalem, et donc je suis revenu malade de Jérusalem, donc j'ai préféré Netanya. Voilà. Alors, pour revenir sur cet aspect psychologique, on a parlé, vous nous avez donné un bon conseil sur le fait de positiver par rapport aux gens qui vivent un petit peu mal, qui ont mal vécu ce confinement. Alors, en revanche, il y a complètement l'opposé. On a des gens qui ont très bien vécu le confinement, qui se sont retrouvés dans un endroit familier, qui ont fait des tas de choses qu'elles n'avaient jamais le temps de faire, et aujourd'hui, qui se retrouvent face à un problème inverse, qui veulent plus sortir. Alors, je crois qu'il y a même un nom à ça s'appelle le syndrome de la cabane. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce phénomène? Écoutez, il y a eu dans les premiers temps du confinement, il y a eu une période assez heureuse, passée la première semaine où tout le monde était terrorisé, où on a eu ici à Paris en tout cas, on a réentendu le chant des oiseaux, on n'avait plus de bruit dans les rues, on n'était pas stressé à l'idée de ce qu'on avait à faire le lendemain puisqu'on n'avait rien à faire. Et en plus, pour la quasi-totalité des salariés, on était payés. Donc, on avait le droit de sortir 1 heure par jour et vous connaissez l'esprit jacobin français. Donc, l'heure se transformait en plusieurs heures dans la journée avec plein de papiers différents dans les poches. Certains ont continué à faire du sport. Donc, finalement, ça a été. Et pour les parents, moi, je suis le père de 3 filles. L'une d'entre elles est donc à Tel Aviv. Les 2 autres sont à Paris. Ma fille est radiologue. Elle était... elle s'appelle Stéphanie, elle était centre de dépistage du Covid. Donc, ça veut dire qu'elle travaillait à mi-temps. Elle me dit qu'elle n'a jamais passé autant de temps avec ses enfants à travailler, à rigoler, à faire la cuisine, à avoir du temps pour elle-même au lieu de travailler de 9h du matin à 19h avec un rythme soutenu. Mon autre fille était pharmacienne, donc la famille est très médicale, elle allait travailler et son mari s'est retrouvé avec les 3 enfants. Donc, Michael, je comprends ta question de tout à l'heure. Il s'est retrouvé avec les 3 enfants, mais jamais des enfants auront l'occasion de passer 2 mois dans une maison avec leur papa, à discuter, à parler, à chanter, à préparer la cuisine, à manger, etc. Donc, il y a eu des aspects extrêmement positifs pour les familles et les jeunes familles qui avaient des situations de fortune correctes. Voilà. Après, il y a des gens qui ont vécu dans l'angoisse, mais ça, c'est le propre de certains, de développer des phobies. On a une amie à nous qui refuse de sortir de chez elle aujourd'hui encore. Donc, je pense qu'à un moment donné, et des enfants même qui ne veulent plus sortir. Ouais. Et dans ces cas-là, on fait de la réadaptation progressive, comme le font les psychiatres. Ça veut dire qu'on sort avec eux sur le bord de la porte, puis on rentre, puis le lendemain, on va marcher 3 pas, puis ensuite, on va marcher 50 mètres, etc., etc. Il y a une réadaptation progressive. Ceci dit, ça restera quand même une frange marginale de la population. Le jour du déconfinement à Paris, très franchement, j'habite à Boulogne,
aujourd'hui, on était dans les rues de Boulogne un samedi du mois de juin. Ça veut dire, j'ai jamais vu une foule pareille, jamais. Et j'ai eu un peu de peine à ça parce que quand j'allais, par exemple, travailler pendant la période du confinement, je prenais ma voiture, mais alors, c'est tout juste si je grillais pas les feux rouges, il y avait personne. C'était extraordinaire. J'ai pris des photos fantastiques. Des fois, j'ai fait des tours de Paris. Je prenais l'Arc de Triomphe, Tour Eiffel, je prenais des photos, Trocadéro, il y a personne. Donc voilà, j'en viens presque à regretter cette période. Et alors, on va parler un petit peu des enfants, justement, vous l'évoquiez. On a tous essayé un petit peu de préserver nos familles. Mais bon, pendant cette période, ça a été quand même compliqué. Les enfants ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Même les plus petits ont compris qu'ils n'allaient pas… Voilà, moi, la première, j'ai 5 enfants. De la plus grande de 17 ans à la dernière de 4 ans, il y a quelque chose qui allait pas. Et même la petite dernière s'en rendait bien compte. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà, nous, demain, en Israël, c'est la rentrée des classes. Comment on fait pour les rassurer? Parce qu'on a reçu une feuille comme ça qui explique aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire, porter le masque, on peut pas mettre la climatisation en classe, vous restez loin des copines, vous prenez même un jeu pour jouer tout seul parce que vous n'allez pas pouvoir jouer avec les autres. Comment est-ce qu'à la fois on les renvoie et on leur dit t'inquiète, tout va bien se passer, et en même temps il y a quand même des signaux comme ça qui disent non, il y a quelque chose qui va pas. Alors, je vais peut-être pas le mieux placé pour répondre puisqu'on a un pédiatre là. Moi, je dirais simplement que les grands enfants, ils ont compris. Et ce qui a intéressé surtout je peux vous parler de ce que j'ai vu. Ce qui a intéressé les grands enfants, donc mon petit-fils de 10 ans, il avait la perception du fait qu'il n'était pas en danger, ce qui semblait déjà important pour lui, même s'il n'a pas la notion de la mort. Mais à 9 ans, à 10 ans, on commence à l'avoir. Mais surtout, il avait peur pour l'entourage, et notamment pour les personnes âgées. Ouais, il sous-entendait que j'étais vieux, grosso modo, ce petit cornichon. Et donc, c'était ça qui le dérangeait. Les petits… ils ont adopté très très vite, ils ont compris très vite. Moi, j'ai une petite fille de 6 ans, elle disait non papy, tu t'approches pas de moi, j'aimerais te faire un câlin, mais tu me fais pas de câlin parce que t'as pas de masque. Donc ils ont quand même assez bien perçu les choses. Bon, je pense que c'est important de leur dire qu'il n'y a pas de risque pour eux. Et je pense aussi que c'est important de leur dire que c'est temporaire. Maintenant, je pense que Michael a plus de réponses. Je suis pas le plus qualifié pour répondre à ça. Je vais pas développer. Je pense que je vais juste résumer en une seule phrase et rebondir sur ce que vous avez dit. Je pense que les grands ont compris et les petits ont ressenti. Et bien ressenti ce qui se passait. Et donc, je pense, parce que Cécile, tu as dit que la rentrée des classes, c'est demain, ça c'est pour les grands. Les plus petits, pour une certaine catégorie. Les CP, CE2, donc ici Aleph, Bet, Gimel, sont rentrés déjà il y a plus de 2 semaines et ça s'est bien passé pour eux. Les profs n'ont pas ramené ou remonté des histoires traumatisantes et Dieu sait combien la presse aime ce genre d'histoire. Donc ça a été bien intégré par les petits. Finalement, ça va. C'est peut-être cette faculté d'adaptation qu'ont les enfants finalement qui leur rend bien service dans ces moments-là, quoi. Ouais, ça fait surtout de la peine de leur faire vivre un monde comme ça, quoi. C'est surtout ça. C'est pas amusant de voir ça. Et bon, mais faudra faire avec. Il faut quand même se dire, enfin, pour avoir une pensée optimiste, je me dis de temps en temps que nous, on a vécu 2 mois de confinement sans pénurie alimentaire, avec la plupart d'entre nous ayant conservé les mêmes moyens financiers que précédemment, à part très peu de gens. Mais j'ai pensé à ce moment-là aux gens qui ont subi la guerre. Et donc, qu'est-ce que c'était que ce confinement par rapport à une période qui a duré 5 ans avec des conditions pour tous ceux qui ont été victimes de la Shoah, mais 1 milliard de fois plus dures. Donc ça veut dire qu'il faudra passer cette étape-là, comme on a passé d'autres étapes. Elle n'a pas été si dure que ça. Et puis les facteurs économiques, si vous voulez, moi je pense que ça se résoudra comme le reste. J'ai vu la frénésie d'achat dans les rues de Boulogne-Billancourt. Les gens se sont jetés sur les choses. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé qu'on penserait à s'acheter des chaussures ou un vêtement juste parce que c'était déconfiné, quoi. Et pourtant, c'est comme ça. Oui, c'est sûr. Alors, ici en Israël et puis maintenant un petit peu partout en France, il y a aussi les plages qui réouvrent. J'ai vu. Voilà. Alors, en Israël, ça a été un petit peu la folie, l'ouverture des plages. Et on a un peu l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Et en regardant les images et en étant moi-même à la plage la semaine dernière, où c'était plutôt calme, et puis un autre jour où c'était rempli, je me suis dit quand même, il y a un petit problème au niveau des jeunes qui n'ont absolument aucune conscience de ce qui est en train de se passer. Et on est quand même dans une situation où il ne faut pas raisonner en tant qu'individu, mais qu'il faut vraiment penser au bien pour les autres. Voilà, parce que finalement, les jeunes de 25 ans qui sont tous sur la plage, alors sans protection, les uns derrière les autres, les selfies, pas de masque, enfin, je vous passe la totale comme en temps normal. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut essayer de
de tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que doivent faire? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que doivent faire les gouvernements. Est-ce que c'est prudent d'avoir réouvert? Moi, non, réouvrir, c'était une nécessité. À un moment donné, on s'est posé le problème de l'immunité collective. Ça n'a pas réussi à Boris Johnson, mais quelque part, c'était pas une stratégie si bête que ça si on avait été équipé avec des traitements. Aujourd'hui, on ne traite plus les gens à l'hôpital comme on les a traités au début. Ça veut dire clairement, au démarrage, les premiers jours d'hospitalisation en réanimation, on se jetait sur l'intubation et pouf, les antibiotiques, les antiviraux au hasard. Et puis voilà, et puis quand c'était inflammé, ben, on faisait rien, etc. Aujourd'hui, c'est fini. On retarde le plus longtemps possible les intubations, on commence les antibiotiques, on met des anti-inflammatoires à grosse dose dès que la charge virale a fini. On traite beaucoup mieux les gens qu'il y a un mois et demi. Donc moi, je crois qu'on était obligé d'ouvrir avec les risques que ça suppose. Maintenant, pour les jeunes, comment voulez-vous leur faire comprendre ça? Je veux dire, ils sont jeunes, on leur a dit, on leur a matraqué, et on a raison de le faire, qu'ici à Paris, on a eu 1% des gens, des malades qui étaient des jeunes entre 0 et 10 ans, et 1% entre 10 ans et 20 ans. Donc, effectivement, ils sont complètement à l'abri. Donc, quand on leur demande ça, on leur demande de faire attention aux autres, aux adultes, aux vieux, aux malades, etc. Moi, je trouve que ça, ils l'ont compris. Ici, en tout cas, ils l'ont compris. Entre eux, je pense que le risque reste quand même minime. Je vous répète, 99,5% de guérison aujourd'hui. Eux ne sont pas touchés. C'est aux personnes fragiles, à mon avis, de se protéger. C'est la consigne qui est en France à l'heure actuelle. Olivier Véran, le ministre de la Santé, n'arrête pas de le répéter en disant, bon, écoutez, on va rien imposer, mais franchement, vous êtes fragile, vous êtes âgé, cool, keep cool. C'est la même chose en Israël, je suis désolé. Ouais, si les jeunes ne font pas attention, je pense que c'est pas de leur âge de faire ça, c'est dire, écoutez, vous êtes âgé, mettez un masque, c'est pas le truc le plus absolu, le masque entre nous, on a beau en parler. Donc, respectez la distanciation et sortez pour l'essentiel. Et si vous allez à la plage, vous n'êtes pas obligé de vous coller aux jeunes. D'abord, vous n'avez pas le même âge, allez ailleurs. Allez boire un café avec votre thermos au bord de la plage et puis mettez-vous à distance des autres. Je pense que c'est aux personnes fragiles de se protéger. Et je pense qu'on peut pas faire la morale aux gamins. Le fait de déconfiner tout le monde, il faut quand même que ceux qui restent fragiles, eux ne soient un petit peu moins déconfinés que les autres parce que de toute façon, on va pas pouvoir empêcher tout le monde de vivre, quoi. C'est ça. Mais faut le faire. C'est pas. Voilà. Et puis, faut pratiquer cette politique. Bon, je suis pas un des responsables gouvernementaux, mais il faut pratiquer cette politique que vous faites très bien en Israël, du test, du dépistage, de l'isolement, du tracing. Nous, on le fait pas ici, mais parce que ici, c'est le pays de dès que tu bouges, t'as pas le droit. Donc, mais c'est ça la vraie politique, c'est d'isoler tout de suite les cas contaminés. Voilà. Mickaël, tu voulais intervenir? Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Ce sont aux personnes fragiles à se protéger. Mais j'ai bien aimé l'exemple de votre petite fille qui a dit, papy, je ne te prends pas dans les bras parce que tu n'as pas de masque. Ça veut dire que sans qu'elle soit, je suppose, traumatisée, la communication est passée positivement. Et parfois, les plus jeunes sont plus prudents que les personnes qui eux-mêmes sont à risque. Et donc, c'est une double protection. C'est un petit peu le principe du double masque. C'est vrai. Quand il y a deux personnes qui portent un masque, on est moins à risque qu'il n'y en a qu'une des deux. Et je pense que c'est pas plus mal. La frange qui va être vraiment à risque, c'est la frange des gosses qui sortent. C'est la frange qui va être de 14 à 24 ans, où la privation de la sortie, des sorties du soir, etc. Cela, c'est terrible pour eux. D'ailleurs, on leur a volé 2 mois de vie, quelque part 2 mois de vie sociale. Donc, ceux-là sont dangereux. Par contre, les petits gamins, tu as raison, ils ont pigé beaucoup de choses. 14-24 ans, je suis pas sûr que ce soit considéré par rapport au Covid comme des enfants. Non, c'est pas des enfants. Ce sont des jeunes, mais ils sont quand même assez faiblement touchés. Mais ils sont dangereux parce que eux feront moins attention. C'est-à-dire, ils feront moins attention aux autres. Effectivement, ma petite fille fait attention, mon petit-fils aussi, mais pas les autres. Mais bon, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un risque pour un câlin de mon petit-fils? Voilà. Alors, on continue pour notre troisième partie d'émission. On va parler maintenant un peu de l'après-corona et finalement des règles qu'on devrait un petit peu garder. On a beaucoup entendu parler de justement cet après-corona, que ça allait provoquer des changements sociétaux assez profonds, des changements d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a par exemple des choses que vous pensez qu'on devrait garder? Par exemple, moi je pense à l'Asie. En Asie, au Japon en particulier, il y a un vrai devoir citoyen qui fait que quand on est malade, les gens que vous voyez toujours avec des masques en Asie, c'est parce que eux sont malades et qu'ils ne veulent pas transmettre ce qu'ils ont aux autres. C'est un sens civique extraordinaire. Est-ce qu'on ne devrait pas finalement tous
on a dit qu'après cette période, il allait falloir changer un peu, reprendre des bonnes choses, changer par rapport à la planète, changer plein de choses. Est-ce que c'est pas finalement des habitudes qu'on devrait garder? Bah oui, vous l'avez dit, le meilleur exemple, c'est la grippe. Quand quelqu'un arrive au bureau, on dit oh là là, en toussant, en crachant, aujourd'hui j'ai chopé une grosse grippe. Bon, on sait que le taux de contagiosité de la grippe est beaucoup moins fort, mais c'est l'exemple type du gars qui devrait mettre un masque pour protéger les autres. En même temps, l'immunisation, c'est quelque chose d'important. Hein. On a vécu une période où on disait aux gosses d'aller dans les bacs à sable, se rouler et bouffer tout ce qu'ils voulaient pour les immuniser. Donc oui, il va falloir de toute façon prendre des règles d'hygiène. Il y a une des choses positives dans l'histoire, ça a été qu'on a appris aux enfants et aux adultes à se laver les mains. Hein. Il faut pas l'oublier. C'est exactement ce dont j'allais vous parler. Donc mes petits-fils qui râlaient avant de manger pour se laver les mains, aujourd'hui ils se lavent les mains 10 fois par jour. Donc il y a des règles d'hygiène à reprendre. Et pareil dans tous les pays. Hein. Vous savez, quand je vois au chouk à Tel Aviv, le chouk, et que je vois certains étals alimentaires, alors je sais que c'est pas risqué parce qu'après il y a de la cuisson, mais quand même, quoi. Il y a quand même. Ouais. Je veux dire, on n'a pas le droit de toucher avec les doigts le gâteau qu'un type va aller bouffer après. Quoi. Voilà. Donc finalement, ça serait quand même pas mal de retenir tout ça de cette période. Oui. C'est quand même de garder cette espèce d'hygiène, de pas se passer des choses, de pas. Voilà, exactement. Et la cuisine. De conserver tout ça. Et la cuisine. Pour revenir à ma spécialité, la cuisine, ça a été un truc extrêmement important. C'est pas seulement important. Manger, c'est pas seulement manger. Manger, c'est penser aussi. Manger, ça fait du bien à la tête. C'est-à-dire que la cuisine, le fait d'avoir cuisiné avec les enfants, ça a 2 avantages. Premier avantage, c'était l'espace convivial de la communication. Et le deuxième avantage, c'est la transmission alimentaire. Nous, cette transmission alimentaire chez les Juifs, elle se fait particulièrement bien. Elle est dans notre ADN. Ça veut dire, on en plaisante, mais on le voit jamais sous l'angle philosophique. C'est-à-dire que cette transmission, par exemple, ça fait toujours rire quand on dit les boulettes de machin, je sais pas, la mégéna. Chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. On voit bien que si on le regarde de façon plus attentive, c'est un lien et c'est une appartenance. C'est très tribal de notre part. Mais donc, ça nous appartient, c'est un lieu de transmission et nos enfants reprennent, et notamment pour le Shabbat, elles reprennent les habitudes de leurs parents. Donc, il y a un double lien, qui est un lien philosophique et psychologique, et il y a un lien de transmission alimentaire et d'appartenance à une tribu. Et c'est très, très fort chez nous. C'est très, très fort dans le monde juif. Je veux dire, bien sûr, les Auvergnats ont la potée, les Bretons ont la crêpe, etc. Mais nous, il y a une transmission globale du modèle alimentaire. Je dis pas qu'elle est toujours positive, mais en tout cas, elle a été très importante. Et ces mélanges, et vous voyez, par exemple, on m'a beaucoup posé la question pendant le Covid de savoir s'il y avait des aliments qui amélioraient l'immunité. Ben oui, il y en a. Et moi, je suis pas de ceux qui racontent que la grenade, c'est un médicament anti-cancer et le curcuma vous empêche de mourir jeune. Donc, c'est pas du tout mon truc. Mais il y a effectivement, il y a eu une littérature scientifique sur l'impact de certains aliments. Quand on parle de l'ail, par exemple, ou des champignons, quand vous donnez des champignons, 100 grammes de champignons par jour, c'est un test qui a été fait au Japon, et pas de champignons de l'autre côté. Quand vous faites des prélèvements salivaires, le taux d'immunoglobuline, c'est-à-dire en fait ce qui va vous protéger de l'infection, il est plus fort chez ceux qui ont mangé des champignons. Quand vous donnez de l'ail à quelqu'un qui a la grippe, on a fait 2 groupes, grippés avec ail et grippés sans ail. Les syndromes grippaux étaient moins forts chez ceux qui avaient pris de l'ail. C'était la même chose pour le piment, qui a été utilisé dans le Moyen-Orient essentiellement comme antiseptique. C'était pour ça qu'on mangeait autant de piment. C'était la même chose pour les germes de crucifères. C'est la même chose pour le thé vert. C'est la même chose pour le jus de raisin. Toujours un peu de gêne avec le jus de raisin parce que les gens parlent toujours de pinard derrière. Mais ce sont des substances qui amplifient l'immunité. Ça veut dire que ça ne guérit pas du Covid, mais ça amplifie l'immunité. Et donc, ça a montré l'intérêt d'une bonne alimentation. Quand on m'a demandé quelle est l'alimentation pour le Covid, j'ai dit l'alimentation la plus hygiénique qui soit. C'est-à-dire nourrissez votre microbiote, consommez des légumineuses, prenez du fromage, en particulier Gouda, Mimolette et Camembert, c'est les fromages qui marchent le mieux. Donc nourrissez, prenez des yaourts, prenez du lait fermenté. Le lait fermenté est une belle invention, qui est un très beau produit. Nourrissez votre microbiote, améliorez votre immunité, variez le plus possible votre alimentation pour être sûr de n'avoir aucun manque. Voilà. Et donc, c'était ça l'alimentation Covid à cette période et beaucoup de gens s'en sont régalés. D'accord. Alors, pour continuer sur cet après-Corona,
on espère en tout cas. On entend encore beaucoup de choses, même parfois contradictoires sur le virus, parce qu'on le découvre évidemment peu à peu. Qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse éventuelle deuxième vague? Est-ce qu'on peut réattraper le virus? Est-ce qu'il va diminuer avec la chaleur? L'avancée sur le vaccin? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur tout ça pour justement pour rassurer ceux qui étaient angoissés et qui veulent pas sortir de chez eux dont on parlait tout à l'heure? Alors, avancer sur le vaccin, on entend tout et n'importe quoi. Je suis pas un spécialiste du sujet. Tout ce que je sais, c'est que certains annoncent le vaccin pour avant la fin de l'année. D'autres disent plus prudemment pas avant 2021. La vérité va se situer entre les deux. En fait, il y a un facteur aléatoire. Il y en aura un qui, à un moment donné, va trouver quelque chose. Et là, ça démarrera. L'histoire du vaccin Sanofi, pour l'instant, il n'est pas du tout au point. Donc, je vois pas pourquoi les esprits se sont énervés comme ça. Deuxièmement, est-ce que le virus, la saisonnalité va jouer? Bah oui, moi, je suis assez d'accord avec celui qui a fait beaucoup parler de lui, Didier Raoult. C'est un médecin que je connais bien. Je suis assez d'accord avec lui. Tous les virus respiratoires saisonniers, tous les virus respiratoires ont un caractère saisonnier. Donc, alors, quelle est la raison? Est-ce que c'est la chaleur? Pas certain. Est-ce que c'est les ultraviolets? Pas certain. Est-ce que c'est le mode de vie qui est plus propice à l'extériorisation? Je ne sais pas. Mais tous les virus respiratoires ont un caractère saisonnier. Donc, il est évident que, pour moi, il est évident qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Sauf dans les pays où zéro mesure ont été prises, où la contagiosité a été obligée d'augmenter, puisqu'on sait que le taux de contagiosité, il est entre 2,5 et 3. Donc, c'est obligé d'augmenter. Mais dans tous les pays où on va faire attention, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Là, je m'avance quand je dis ça, mais la déclaration de Macron, bon, Macron est un peu impétueux ces temps-ci, mais sa dernière déclaration, c'était de dire la bataille contre le Covid a été gagnée. Bon, il est très dans la guerre en ce moment. Dans la guerre sans les moyens, quoi. Je peux pas dire ça. Enfin, moi, je connais bien les dessous de l'affaire. Donc, au début du mois de mars, tout le monde a compris qu'il va se passer quelque chose et tout le monde est en alerte. Mais pas moins en France que ça n'a été en Espagne, en Italie, en Angleterre. Et même les Allemands qui font les malins, ils ont bien vu que les clusters réapparaissaient chez eux. La particularité, c'est qu'ici en France, on a très vite compris que les moyens hospitaliers allaient être dépassés au taux de contagiosité qui démarrait comme ça. On a très bien compris que 8 jours plus tard, c'était en dépassement. Il n'y avait pas d'autre moyen que de commander des respirateurs, essayer de monter le lit de réanimation, en sachant que les lits de réanimation qui ont été montés n'ont rien à voir avec des vrais lits de réanimation. C'était tout à fait un vrai lit de réanimation, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Après, pour les masques, oui, effectivement, il y a eu un bug au niveau des masques, mais ces masques, en fait, d'abord, on n'a pas été les seuls. La plupart des pays ont eu ce problème-là. On avait délégué cette industrie manufacturière aux pays dits pauvres, et nous, on savait lancer des fusées dans le ciel, mais on n'était pas capable de faire des masques en papier. Voilà ce qui s'est passé. Et les stocks de masques étaient insuffisants, sauf pour le personnel hospitalier qui devenait prioritaire. Donc, je trouve qu'il y a eu un retard à l'allumage, mais ils en étaient conscients. Je crois qu'ils n'ont pas assez bien communiqué au démarrage. Par contre, ils ont progressivement rattrapé. C'est peut-être surtout ça le problème, c'était ne pas avoir été honnête depuis le début dans ce qui se passait. Finalement, les Français étaient peut-être les premiers temps, il y a eu la volonté de rassurer. Moi, je me souviens, on avait des messages de très hautes autorités de l'État pour nous dire, notamment aux gens médiatiques, qu'ils coulent les mecs. Donc, il fallait rassurer pour pas surangoisser les gens. Mais très rapidement, ils ont compris qu'il se passait quelque chose, puisque le 17 mars, on était en confinement, et à la fin janvier, on avait déjà compris. Il y a un des réanimateurs français, Philippe Juvin, qui avait déjà prévenu le 30 janvier que la catastrophe s'annonçait. Mais pas de masque, pas de masque. Et les Chinois ont gardé leur stock pendant quelques temps pour eux. Les Américains sont venus, parce que les Français sont pas toujours malins, avec des mallettes d'argent. Et connaissant les Chinois vendent au plus offrant le plus vite possible. Et vous avez mobilisé le Shin Bet, je crois, enfin quand je dis vous, Israël a mobilisé le Shin Bet. Le Shin Bet et le Mossad. Non, voilà, c'était Cécile, mais... et donc voilà, et on est arrivé. Et au début même, on a parlé que les masques, on a dit que les masques, ça servirait pas à grand chose, qu'il fallait juste une distanciation sociale. Et puis au début, tout le monde a raconté n'importe quoi. Donc c'est pas grand chose. Puis finalement, on va mourir parce que le virus progresse. Ah ben non, c'est pas le virus qui tue, c'est l'inflammation. Oui, mais les anti-inflammatoires, faut pas en prendre. Oui, mais maintenant on en donne massivement. Donc ça a été balagan quand même. Ouais, c'était la confusion. Et j'ai une petite question à vous poser. Il y a beaucoup de gens, comme on a dit, qui retournent au travail. Et qu'est-ce qu'on doit penser de ces histoires de climatisation? Parce qu'ici, ils ont interdit dans les magasins, à l'école, de mettre la clim pour la propagation du virus. Est-ce que c'est réellement un risque?
Alors, dans la mesure où la climatisation recycle un air qui est préexistant dans la boutique, et dans la mesure où on a plein de controverses sur sur la durée de présence du virus dans l'air, ça me paraît prudent. Il y a tout. Aujourd'hui, on sait que la vraie distance de distanciation, elle a été calculée par un institut anglais, elle est de 1,78 m. Pour 1,78 m, bon, disons 1,80 m, quoi. Mais on pensait au début que ça se transmettait que par les postillons, puis ensuite les Américains ont montré qu'il y avait un nébuliza, même quand on parlait, qui persistait quelques minutes dans l'air entre deux personnes. Donc si on recycle cet air et si ce nébuliza repasse dans l'air conditionné, à moins d'avoir un système, et comme l'air conditionné c'est réfrigérant et pas réchauffant, à moins d'avoir un système de recyclage de l'air, je vois pas comment on peut ne pas l'éviter. Donc c'est vrai. Donc ça reste prudent d'éviter la clim. Oui, mais quand vous êtes dans votre appartement confiné avec personne, non, je parle pas à la maison. Oui. Voilà, et dans des lieux publics, plus dans le bureau, l'école. Bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, Dr Cohen, on a été très très heureux de vous avoir. Michael, est-ce que tu as encore une petite question ou est-ce qu'il y a encore des commentaires à nous transmettre? Les gens, je ne sais pas s'ils ont bu ou mangé les paroles du Dr Cohen. En tout cas, ils ont été passionnés par tout ce qu'il a dit. Moi, je voudrais lancer une petite invitation, puisque sur Tandem 2.0, il y a pas mal de rubriques, dont une rubrique cuisine. Donc, dès que les avions redécollent et atterrissent et reviennent chez nous, vous êtes cordialement invités à partager un moment diététique et en tout cas de plaisir culinaire avec nous. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et vraiment, dès que je peux, j'arrive, hein, vraiment. Je saute dans un avion. On a bien compris que vous avez vite envie de venir. En tout cas, voilà, vous savez qu'à Ranana, maintenant, vous allez être reçu par toute l'équipe de Tandem avec un grand plaisir. Ça a été vraiment un plaisir de parler avec vous. D'abord parce que vous avez été extrêmement clair, je pense, dans tout ce que vous nous avez dit. On a beaucoup de bons conseils. Moi, je conseille aux gens de revoir l'émission avec papier et crayon. Parce que si vous n'avez pas tout noté, il y a quand même pas mal de bons conseils qui sont passés aussi bien au niveau de la nutrition, du sport, de l'aspect psychologique. Enfin, vous nous avez vraiment régalé. Merci encore de votre présence, d'avoir accepté notre invitation et on espère vous voir bientôt en live. Avec plaisir. Salut les amis. À très bientôt, Dr Cohen. Au revoir tout le monde. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Tandem.